Bonjour, ici Richa Elhaji et bienvenue dans la tête d'un entrepreneur. 2 fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui va nous parler de son parcours, de ses inspirations et de ses difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et va vous fournir la dose d'inspiration qu'il faut. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour le premier épisode de la saison Maxime Blondel. Maxime est membre du crew de The Family à Paris et serial entrepreneur. J'ai eu l'occasion de rencontrer Maxime lors de ma formation à l'entrepreneuriat chez The Family et avec les autres participantes, il nous a appris à créer des business automatisés ou ce qu'on appelle communément les muses. Salut Maxime. Salut. Tu vas bien déjà? Ouais, très bien et toi? Ça va. Est-ce que tu peux nous parler un peu, pour commencer, tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours? Ouais, je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 24 ans. Je travaille à The Family, ça fait un tout petit peu plus d'un an maintenant. J'ai pas mal changé de mission depuis que je travaille à The Family, mais aujourd'hui je m'occupe de créer des business pour The Family. Donc des business qui permettent à la structure de gagner de l'argent sur le plus ou moins court ou moyen terme. Et avant ça, j'ai eu on va dire un parcours un peu chaotique. J'ai arrêté mes études à Bac+3 après un DUT à l'UT Paris Descartes. J'ai fait à la suite de ça un an d'alternance et du coup après Bac+3 on était avec 4 amis et on pensait avoir une idée qui allait révolutionner le monde. On a fait ce qu'on appelle une marque Zuckerberg dans le milieu. On avait une idée d'appli et on s'est dit que voilà, on allait concurrencer ou tuer LinkedIn qui ne nous convenait pas à l'époque. Et du coup on a fait ça pendant à peu près un peu moins d'un an. On a fait un peu toutes les erreurs du monde. On appelait ça une start-up, mais ça n'en était pas vraiment une. Et du coup, après un an, on a arrêté. Et la suite de ça, un peu par hasard, moi, je suis tombé sur des idées, des opportunités business. Et j'ai monté, en fait, sans trop le savoir et sans trop comprendre, des plateformes de mise en relation dans l'événementiel. Donc, je connectais des grandes entreprises avec des salles, des traiteurs, des animations événementielles, des DJ, toutes ces choses-là. Au bout d'un an à travailler là-dessus, je me suis rendu compte que c'était devenu assez automatisé, assez passif et que je gagnais assez bien ma vie en travaillant de moins en moins. C'est comme ça que j'ai découvert le concept de muse ou de passive income. Voilà, et depuis, c'est un peu comme ça que j'ai rentré The Family. Après un an et demi à travailler sur ces plateformes de mise en relation, j'ai eu la chance de recevoir des offres d'achat. J'ai décidé de vendre ces sites, cette boîte, et de rejoindre The Family. Voilà. Ok, et du coup, quels sont les principaux enseignements que tu as retirés de ta première expérience entrepreneuriale avec ta start-up? Je dirais d'entreprendre pour les bonnes raisons. Je pense qu'on était assez jeunes, assez naïfs et peut-être des choses, un petit problème d'ego, des choses à prouver. Et on a un peu monté une startup pour monter une startup parce que c'était à la mode et que c'était hype, je sais pas comment on peut dire, mais on l'a pas vraiment monté pour les raisons qui sont un vrai problème qui te tient à cœur. Avec du recul, en tout cas, j'analyse comme ça. C'est que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est trop dur. Et si tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, fais-le pour les bonnes raisons qui sont une vraie envie peut-être envie de gagner plein d'argent, peut-être une envie de vouloir monter une boîte avec plein de personnes, si c'est ça ton kiff et si c'est ça ton ambition. Mais avoir une vraie ambition réelle et pas faussée par la hype, les médias, etc. Nous, on s'est un peu fait avoir peut-être du fait de notre jeunesse, mais c'est peut-être la leçon principale que je tiens de cette expérience. Ok. Et du coup, selon toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui voudrait se lancer comme toi dans l'entrepreneuriat? Je lui conseillerais de démarrer le plus tôt possible, d'aller jusqu'au bout de ses études. Moi, au final, ça s'est plutôt bien terminé. Je suis un peu retombé sur mes pieds, mais je suis passé par des moments difficiles et ça aurait pu plus mal se passer. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi et j'ai rencontré les bonnes personnes. Mais je conseillerais à un étudiant de finir ses études et de faire le maximum de petits business, d'associations étudiantes, le maximum d'expérience professionnelle à côté de ses études. Donc ça peut être travailler en freelance, monter une petite agence, monter un site e-commerce, ça peut être travailler sur les marchés, ça peut être profiter de ses stages et de ses alternances. Vraiment profiter de toutes ces expériences où tu apprends beaucoup. Avant ça, la majorité des étudiants, en tout cas l'étudiant comme je me rappelle que j'étais, on est tous assez naïfs, immatures. Donc je conseillerais à tout le monde d'aller au bout de ses études et de faire un maximum de petits projets.
qui sont en fait plein d'expériences qui vont te permettre, après, si tu veux, à la fin de tes études, si tu veux lancer une vraie boîte ou une vraie start-up, d'être bien plus armé et d'avoir plus de cartes en main pour réussir. Donc pas de drop-out, quoi. Ouais, complètement, pas de drop-out. Ok. C'est pas fait pour tout le monde. Le problème du drop-out, c'est qu'à partir du moment où tu te poses la question, c'est que t'es plus fait pour. C'est vrai. C'est plus fait pour toi. En général, c'est imposé à toi. Oui. Puis si tu dois drop-out, c'est que vraiment tu es convaincu que c'est le bon projet, la bonne chose à faire. Ouais, complètement. C'est un gros risque à prendre quand même. Exactement, ouais. Et du coup, tu fais quoi exactement chez The Family ? Alors chez The Family, j'ai pas mal changé de mission. J'ai à peu près changé de mission tous les 2-3 mois. En tâche de fond, depuis un an, je m'occupe beaucoup de toute la partie des étudiants, justement. Donc tous les étudiants qui veulent entreprendre, et notamment ceux qui veulent monter des startups. Donc on fait beaucoup de conférences dans les écoles, on crée du contenu pour essayer d'éduquer au mieux ces étudiants aux pratiques entrepreneuriales et aux pratiques startups qui sont des pratiques entrepreneuriales très particulières. Donc conférences, contenu sur les étudiants, et là depuis 4 mois maintenant on lance une nouvelle filiale, je lance une nouvelle filiale avec The Family qui vise à monter des business pour créer une ligne de revenus à The Family. D'accord. Vous avez d'ailleurs monté un jeu de cartes super fun. Ouais, c'est ça, on a Les monté avec... foufounes. ouais, tout à fait. J'ai rencontré avant l'été une fille incroyable qui s'appelle Anne Kerveillant, avec qui on a monté un studio de création de jeux de société et de produits consumer. Donc le premier jeu qu'on a lancé effectivement s'appelle Les Foufounes. C'est un jeu pour promouvoir la diversité de la sexualité des femmes et on s'est bien marré et voilà, pour l'instant le marché répond assez bien. On a quelques ventes, on est content. C'est cool. Et vous avez d'autres projets en cours ? Ouais, tout à fait. Je peux pas en parler malheureusement, mais on a pas mal d'autres projets de jeux de société, d'autres produits consumer. Donc ça peut être des produits qu'on peut retrouver par exemple, qu'on pourrait retrouver à l'avenir au Monoprix ou des choses comme ça, mais des objets physiques en tout cas, ouais. Comme quoi l'entrepreneuriat ne se résume pas uniquement à la création de start-up tech et que des étudiants pourraient éventuellement entreprendre comme ça, commencer comme ça. Ouais, complètement. Et je pense que c'est même une des meilleures façons de démarrer parce que un petit business sur le côté parfois peut prendre une ampleur qui est imprévue. C'est-à-dire, si tu regardes historiquement, c'est aussi comme ça que toutes les startups ont démarré, avec des petits projets étudiants, des blogs. Mark Zuckerberg qui avait un blog étudiant, des choses comme ça. Ça démarre toujours sur des petits projets comme ça et des choses qui paraissent anodines. Donc c'est un bon moyen de démarrer. Et en plus de ça, même si ça ne devient pas énorme, si ça crée une ligne de revenus qui te permet de devenir indépendant financièrement, ou en tout cas de pouvoir financer ton prochain plus gros projet, c'est cool. Et du coup, toi, tu rencontres beaucoup d'étudiants, j'imagine, ou tu en as rencontré beaucoup ? Ouais. On avait compté, on a fait une centaine d'événements dans les écoles et à The Family avec des étudiants l'année dernière. Donc on a rencontré indirectement, en tout cas, on en a parlé à entre 5 et 10 000. Wow. Et c'est quoi l'histoire qui t'a le plus marqué lors de tes rencontres avec les étudiants ? Un projet de ouf ou super histoire ? C'est une bonne question ça. Un truc, une histoire folle des étudiants. La réalité, elle est un peu triste, mais c'est que la majorité des étudiants te parlent toujours des mêmes idées et font à peu près toujours les mêmes erreurs d'exécution. En tout cas, 90% des étudiants. C'est pour ça que j'ai pas d'idée comme ça en tête. Maintenant, moi, si tu me parles d'étudiants entrepreneurs qui montent des startups, j'ai direct en tête les copains de spacefil.fr, qui est une startup, je trouve, incroyable. J'ai rencontré les gens, à l'époque, j'étais la transition entre vendre ma boîte et The Family. The Family m'avait invité dans un week-end en Bourgogne, dans un château, et j'avais rencontré donc, ces 3 cofondateurs de Spacefil, dont le CEO Maxime Huzard. Et je sais pas pourquoi, déjà à l'époque, je les avais trouvés incroyables, hyper humbles, hyper forts. Ils avaient une vision claire de ce qu'ils voulaient faire, mais en même temps, ils paraissaient perdus, mais ils paraissaient à l'aise dans cette perdition. On va dire que le destin leur donne raison, c'est que là, un an plus tard, ils ont levé un peu plus d'1 million d'euros, je crois. Ça marche vraiment bien pour eux et ils sont en train, je pense, touchons du bois, mais ils sont en passe de monter une très belle boîte. Ouais. Ok, et donc toi, tu penses quoi un peu du stéréotype que tout le monde se fait de la figure de l'entrepreneur qui réussit, qui se fait du fric ? En fait, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ouais, complètement. Moi, je crois à un truc, c'est un peu comme, tu sais, en maths, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
je crois beaucoup au fait qu'il y a un moment, quel que soit ton échec, la taille de ton échec ou la taille de ta réussite, en général, tu peux la mesurer par un aspect financier qui est toujours une bonne mesure justement d'un échec ou d'un succès. En tout cas, une bonne quantification. Et je crois beaucoup au fait que ce soit dans l'échec ou dans le succès, c'est toujours à la mesure du travail que tu as donné. Si tu as fait du mauvais travail, tu vas sûrement échouer. Si tu n'as pas assez travaillé, tu vas sûrement échouer. Si tu travailles beaucoup, Tu peux échouer. tu peux échouer. Et il y a un moment où la courbe s'inverse et c'est que tu es obligé de passer du côté des gagnants. Après, c'est toujours le souci de savoir qu'est-ce que c'est de gagner ou de perdre, mais moi, je crois beaucoup au travail. Malgré que je parle beaucoup de tout ce qui est passive income, de ne pas travailler, gagner de l'argent, la réalité, c'est que mes potes et ma famille et mes amoureuses passées vous diront, je vais toujours travailler, je pense honnêtement, en toute indulgence, beaucoup plus que la moyenne. C'est ça qui est assez contre-intuitif, qui est assez fou. Mais je pense il faut beaucoup de chance, c'est une réalité et on ne mesure pas à quel point un entrepreneur il faut énormément de chance. Mais il y a un moment, le travail bat tout, quoi. Ça, c'est un truc dans lequel je crois beaucoup. Et success is obvious, comme dirait Oussama. Ouais, grave. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, ouais, voilà, tu en as parlé des muses, donc tu peux nous expliquer un peu le concept, comment on fait en gros. Alors, donc, les muses sont synonymes, c'est passive income, revenu passif. C'est un terme qui a été répandu par un auteur à succès qui s'appelle Tim Ferriss, qui est aussi un entrepreneur, un investisseur maintenant, mais qui est avant tout quelqu'un qui a écrit beaucoup sur son blog et quelques livres, notamment La semaine de 4 heures, qui est un best-seller mondial, où il explique comment travailler 4 heures par semaine et vivre, arriver à dégager un revenu pour vivre librement. Et ça donnait à ses passions, ça donnait à de l'associatif, ça donnait à monter d'autres business, en tout cas être beaucoup plus libre. Et moi, je ne connaissais pas et j'ai toujours pas lu Tim Ferriss, mais bien sûr, via son blog, là, même d'autres personnes qui écrivent sur le sujet, je me suis beaucoup plus renseigné, mais ça veut juste dire que tu mets en général, quand tu as une idée business, tu peux choisir en général de l'exécuter sous différents types entrepreneuriaux. Par exemple, tu peux, je sais pas, si tu es bon en, si tu es bon en référencement naturel dans Google, ce qu'on appelle le SEO, tu peux décider de devenir freelance et le faire solo et de te vendre à l'horaire, à la journée ou au forfait. Tu peux décider d'être une agence, donc de prendre des gens avec toi, d'autres freelances, vous faites un groupement et vous essayez de créer une marque forte qui va être forte dans la tête de tes clients potentiels, de tes targets. Tu peux décider d'en faire une start-up et donc de développer par exemple un software qui va t'aider à optimiser, qui va aider en tout cas tes clients à optimiser de façon SEO leur site. Et tu peux essayer de le faire de façon passive income. Là, par exemple, ça pourrait être d'avoir dans ton carnet d'adresse un pool, une piscine de talents de 10 personnes qui savent bien faire référencer les sites dans Google, de faire facturer je sais pas, des commandes 1 000 € pour 2 jours de travail en SEO, et après toi d'utiliser ce pool de talents pour travailler à ta place. Et donc c'est là où ça devient passif, c'est-à-dire que tu automatises ta fonction à toi, ta compétence, et c'est un peu ça les passive income. C'est-à-dire que tu dois créer un business qui, au démarrage, te demande toujours de l'intensité, beaucoup de travail, en général les 6 premiers mois. Mais une fois que tu as compris ce que tu faisais et que ces tâches répétitives que tu faisais toi, tu arrives à ce qu'on appelle les outsources, désolé pour l'anglicisme, mais à les outsourcer à d'autres personnes ou à des prestataires, ça devient de plus en plus passif. Et toi, ton site, au bout de 6 mois, il te prenait combien de temps par semaine à peu près? Au bout de 6 mois, il me prenait, je dirais, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, je sais plus exactement, mais je sais quoi, ça me prenait une heure. Disons qu'au bout de 6 mois, je devais gagner 2 000 € par mois. C'était mes plateformes de mise en relation dans l'événementiel. Je devais gagner 2 000 € pour 1 heure, 1 heure et demie de travail par jour. En fait, j'avais de la création de contenu, donc créer des pages, répondre un peu au téléphone, gérer des mails, mettre en relation les personnes par mail, mais j'avais quand même pas mal automatisé le truc. Ouais. Ok, ça peut être un bon début de business pour s'entraîner. Ouais, complètement. Ouais. Après, j'imagine qu'il y a un gros facteur chance là aussi, que tous les business ne fonctionnent pas forcément. Donc, tu conseillerais aux gens de s'orienter vers quel type de business? Une bonne règle dans les muses, c'est il y a 2 choses en général qui sont les plus communes. La première, c'est
d'exploiter une asymétrie d'information sur le marché. Donc par exemple, moi j'avais passé pendant 1 an, j'étais dans une association étudiante à l'UT Paris Descartes et j'avais une liste Excel de 50 top prestataires d'animation événementielle, donc des DJ, des photographes, des danseurs, etc. Donc j'avais remarqué que ce fichier-là, Excel, il était rare et que c'était une asymétrie d'information sur le marché parce qu'il y avait plein de gens qui auraient aimé avoir ce fichier mais qui ne l'avaient pas. Et donc moi, je pouvais les mettre en relation avec les prestataires que j'avais sourcés et que cette mise en relation avait de la valeur. Donc ça, en général, l'asymétrie d'information, c'est quelque chose qui a de la valeur dans les muses. C'est quelque chose que tu peux monétiser. Et après, il y a plus l'opportunité de marché. C'est juste observer que, par exemple, il n'y a pas de plateforme de mise en relation de traiteurs à Bordeaux. Donc tu peux créer une plateforme qui s'appelle traiteur-bordeaux.com et tu mets en relation des entreprises avec des traiteurs à Bordeaux. Mais c'est les 2 grands use cases de Muse que tu peux appliquer. Le dernier, c'est plus de miser un peu sur des vices humains ou de l'ego. Il y a des muses historiquement qui sont assez connues, notamment une qui s'appelle I'm Rich, qui était une appli mobile sur l'Apple Store, l'iOS Store, où en fait elle coûtait, je sais plus, 499 €, qui était à l'époque le prix maximum d'une appli, unitairement. Et donc tu pouvais acheter cette appli qui s'appelait I'm Rich. Et il n'y avait rien dans l'appli si ce n'est, je crois qu'une émeraude rouge, c'est ça, un rubis, c'est le rubis rouge. Oui. Un rubis qui s'affichait et il est marqué You're Rich. Et c'était un peu le même système que les gens qui achètent des bouteilles en boîte pour se montrer. Avec l'idée, voilà, les mecs, ça lui avait pris peut-être, je sais pas, 4 heures à développer cette appli, à la mettre sur le store et ils se faisaient pas mal d'argent. C'est vrai que essayer de monter des business sur l'ego humain, ça peut marcher en fait, surtout chez les riches. Ouais, en général, c'est sur les riches que ça marche ça. Ouais. Non, ça peut marcher un peu sur tout le monde, mais c'est vrai que les riches sont un use case qu'on a plus facilement en tête. Puis ils ont plus d'argent à dépenser aussi. Complètement. C'est un vrai conseil. C'est con, mais tu vois, un des premiers trucs que j'ai répété pendant 1 an à tous les gens que je rencontrais, c'était franchement, dans 50% des cas, tu as juste envie de leur dire, mais tu es sûr que tu veux faire un business pour ces clients-là parce que c'est des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont relous, tu vois. Et en général, de base, tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai fait des plateformes de mise en relation, pas en B2C, donc je connectais pas des particuliers et des salles, je connectais des entreprises et des salles. C'est que les entreprises ont de l'argent, elles négocient moins, c'est vraiment des meilleurs clients que les particuliers. Oui, j'imagine. Puis les particuliers sont un peu relous, ils veulent vraiment pas dépenser avant d'être vraiment sûrs, et puis ils ont besoin d'un service client de qualité, etc. Quand tu as une muse, t'as pas leur temps. Tu l'as dit, exactement. Et du coup, tu as appris tout ça chez The Family, non? Ouais, moi j'ai beaucoup appris. Ça fait qu'un an que je travaille à The Family, mais ça fait 4-5 ans que je suis un peu comme tout le monde, leurs vidéos sur YouTube. Donc je me suis beaucoup nourri de ça. Après, pas que, moi j'apprends. C'est assez marrant, mais je me suis rendu compte il y a 2 ou 3 ans de ça qu'en fait j'apprenais très difficilement en lisant ou en écoutant, et en fait uniquement en faisant. Donc maintenant je fais le maximum de choses. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Du coup, je fais beaucoup d'erreurs, beaucoup de conneries, mais j'apprends comme ça. Donc j'ai beaucoup aussi appris en faisant. Genre en montant des sites, le premier site c'était de la merde, le deuxième était un peu meilleur, le troisième. Et de toute façon, l'entrepreneuriat, ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est pour ça que je conseille aux étudiants d'essayer de faire le maximum de petits projets à côté de leurs études et de prendre ce temps-là, les week-ends et les soirs. Parce qu'on va pas se mentir, en vrai, quand tu es étudiant, tu as du temps si tu le veux. Et toi, tu avais fait Reverse, donc à The Family. Donc pour ceux qui ne savent pas, Reverse, c'était un programme conçu par The Family pour les moins de 23 ans. Tu peux nous en parler un peu? C'était bien, tu as appris beaucoup de choses. Ouais, grave. Franchement, c'était une des meilleures expériences de ma vie, pour être honnête. Il s'est passé un truc pendant cette formation. C'était une formation organisée par The Family. C'est un peu comme ça que je suis rentré en relation avec The Family. Je l'ai vu passer un jour dans mon fil d'actualité Facebook, j'ai postulé et voilà, j'ai eu la chance d'être pris. En gros, The Family a organisé une formation gratuite où ils ont sélectionné 15 moins de 23 ans, donc c'était des personnes de 15 à 23 ans, pour les former à l'entrepreneuriat en mode The Family. Et l'objectif de la formation, c'était de sortir après ces 3 mois et avoir justement des muses ou des passive income. Ouais, plus que cet exercice-là ou les apprentissages qu'on a fait, parce qu'on avait des cours le matin et on pratiquait l'après-midi, c'était très libre, c'était très entrepreneurial. Mais plus que ça, c'est les rencontres. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai rencontré 14 autres jeunes qui étaient vraiment, vraiment atypiques, incroyables. Parfois, tu te sentais pas du tout à ta place à côté de personnages, de personnes aussi atypiques. Mais même dans l'alchimie, dans la façon dont le groupe s'est créé, comme maintenant on se voit toujours, on se fait un voyage tous les 6 mois, on prend un train et on loue un Airbnb. Il s'est passé un truc, je pense, pendant ces 3 mois de formation. C'était assez incroyable et difficile à expliquer.
Et vous avez rencontré plein d'entrepreneurs, non? Ouais, le midi, ça faisait partie des gros trucs stylés de la formation. Comme pour Gold Up, quoi. Ouais, exactement, comme pour Gold Up. Il y avait des entrepreneurs qui venaient, qui mangeaient avec nous, et il n'y avait pas de micro, pas de caméra, on pouvait... Ta rencontre la plus marquante? C'est un peu facile, mais c'est vrai, c'est que c'était le premier jour, on arrive, j'étais arrivé à The Family, moi c'était je crois que c'est la deuxième fois ou troisième fois que j'entrais dans ce lieu. Le lieu il est impressionnant, et je me rappelle, on était au tout dernier étage de The Family, au deuxième étage, et là on était en plein cours, c'était le premier cours, tout le monde était un peu timide, c'est pas trop où t'es, un peu perdu, un peu intimidé, et là t'as Xavier Niel qui rentre dans la salle et qui s'est posé dans un coin pendant 1 heure, il a attendu que le cours finisse et après on a mangé avec lui. Et t'as Xavier Niel et tu te dis voilà, coupons nos téléphones, coupons les caméras, coupons les audios et on va parler à cœur ouvert, on va parler de vraies choses, et il s'est vraiment livré. On peut pas dire, je dirais pas tout ce qu'il nous a dit, on a promis de pas le dire, mais c'était un moment intemporel, et 1 heure un petit peu comme ça, suspendu, où tu ressors, tu te dis mais est-ce que ça s'est vraiment passé, est-ce que c'était réel? C'était vraiment... C'est vrai que ces déjeuners, j'ai eu l'occasion d'en faire à Gold Up, c'est vraiment cool. Enfin, on apprend tellement de choses, et puis ça change vraiment la vision qu'on a des gens, parce qu'ils ne sont pas vraiment pareils quand on les voit sur les réseaux sociaux et en réalité. Et en vrai, ça démystifie un peu tout ce qui est figure de l'entrepreneur incroyable. Complètement. Ils ont eux aussi leurs faiblesses et tout, ils sont comme nous, quoi. Ah ouais, mais s'il y avait un vrai truc qu'on défend à The Family, c'est que les entrepreneurs ne sont pas du tout des héros. Vraiment, moi par exemple, je respecte autant un super employé qu'un super entrepreneur. C'est juste que c'est la mode en ce moment des entrepreneurs, et puis qui sont starifiés dans les médias, etc. Mais la réalité, c'est que c'est des gens qui ont des failles, des gens qui galèrent, des gens qui parfois ont des petits coups de déprime, même beaucoup. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Ouais. Et du coup, en parlant de start-up, c'est quoi la start-up qui te fait le plus kiffer à The Family? Alors, tu vas me donner 2 start-up. Une pour la team et une pour le produit. Ok. Pour la team, c'est sûr, moi je sais pas pourquoi, il m'a fallu 2 minutes, un déjeuner, c'est l'équipe de Spacefield, donc ils font du warehousing on demand, ils permettent aux commerçants et commerçants de pouvoir louer des parties d'entrepôts pour stocker leurs marchandises. Je la trouve incroyable, ils sont hyper smart, hyper humble, hyper fort, hyper tout en fait. Et après pour le produit, je vais faire une dédicace à mon pote Pierre Rani, qui est un entrepreneur qui a galéré, qui a un produit incroyable qui s'appelle flat.io, qui est le Google Doc de la partition. Donc c'est un vrai passionné, un musicos, ça fait un bon moment qui galère avec Flat. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'utilisateurs quand même tous les mois qui utilisent Flat.io, donc c'est un vrai succès, et le produit est incroyable, c'est une vraie équipe tech incroyable. Ok. J'ai une autre question. Tu penses quoi? Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire de start-up si on ne sait pas coder? Que c'est faux. Non, en fait, je pense que ça c'est encore un truc des médias. On prend le problème à l'envers en fait. Effectivement, savoir coder ou avoir des notions de code pour pouvoir parler avec des développeurs, c'est mieux, parce qu'une startup elle se définit justement pas par du service mais par un produit la majeure partie du temps. Et ce produit, dans 90% des cas, dans les startups, c'est un produit technologique. Donc oui, c'est mieux si tu sais comprendre un développeur, parler avec lui, si tu dois le manager, si c'est ton associé. C'est sûr que c'est mieux. Maintenant, c'est pas une obligation. Il y a plein de startups qui ne sont pas des produits technologiques. Je te prends une startup qui s'appelle Merci Andy, qui font notamment du gel antibactérien avec des arcs-en-ciel et des licornes, qui est une énorme réussite, qui est une énorme boîte. D'ailleurs, on va recevoir lui dans pas longtemps. Ah ouais, bravo, putain, c'est cool ça. Il est vraiment sympa. Et écoute, super entrepreneur, et ouais, tu vois, le produit n'est pas très technologique. C'est un produit direct to consumer, donc. Mais il y a tout le branding derrière, et il a une vraie communauté sur Instagram qui est incroyable et tout ça. Ouais, mais après tout ça, encore une fois, en fait, je ne sais même pas qu'on se pose la question de dire est-ce qu'il faut savoir coder. Si tu penses qu'il faut savoir coder pour monter ta boîte et que tu auras plus de chance comme ça, tu ouvres Google et tu te dis apprendre à coder. Ouais. Si tu veux apprendre à être bon sur Instagram, tu dis apprendre sur Instagram. C'est ça la réalité d'entrepreneuriat. Et surtout, si maintenant, moi, grâce à Gold Up, j'ai vraiment
appris l'existence de plein d'outils qui te permettent de faire un site, de faire toute une identité visuelle. Zapier, par exemple, c'est vraiment... Ça sauve des vies. Donc, il y a plein de... Zapier, ça sauve des vies. Mais vraiment, il est cool ce truc parce que grâce à Zapier, tu peux tout faire. T'as pas besoin de coder une seule ligne. Après, ça bug de temps en temps, ça va pas être parfait. Mais Shopify, par exemple, moi, je trouve que c'est vraiment beau. Ah ouais. Il y a une grosse tendance en ce moment qui s'appelle le no-coding, je crois. Et c'est en fait tous les outils, que ce soit Wix, Shopify, WordPress, Zapier. Il y a aussi un truc qui s'appelle Bubble. Je crois que c'est bubble.is. En tout cas, Bubble, c'est un outil qui permet de créer un site avec vraiment un compte utilisateur, un back-office très poussé dans le no-coding. Franchement, en tout cas, tu as tout à disposition aujourd'hui pour démarrer avec moins de 100 € et aller jusqu'à, disons, soyons optimistes, jusqu'à 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, je pense, si ce n'est plus. D'ailleurs, je pense que le site en ligne de Respire, c'est un site Shopify, si je me trompe pas. C'est possible. Il y a énormément de startups. Kylie Cosmetics aussi, elle fait des meilleurs. Ah non, mais c'est la preuve que tu peux. C'est des excuses de dire que faut savoir coder. Tu peux très bien démarrer, arriver déjà assez haut, de faire beaucoup de chiffre d'affaires annuellement ou mensuellement, juste avec des outils qui coûtent entre 20 et 100 € par mois. Ouais. En gros, il faut juste se lancer, quoi. Notre thèse à The Family, et on a beaucoup de thèses sur ce qui fait qu'un entrepreneur réussit ou réussit pas. En réalité, on est comme tout le monde, on n'en sait rien. Moi, celle dont je suis le plus persuadé, c'est que ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, à la fin de la journée, c'est ceux qui font. Et donc, tous ceux qui disent « Ah ouais, mais je ne sais pas faire », en général, ils ne réussissent pas. Et ceux qui disent « Bon, je ne sais pas faire, mais faisons une première fois, ça va être nul, et une deuxième fois, ça va être bien ». Ou alors qui se disent juste « Allez, je tape sur Google, apprendre telle skills », qu'ils l'apprennent en, une semaine, et qui derrière, hop, problème réglé, ils ont appris le truc, et ils avancent. C'est la seule chose qui définit les bons entrepreneurs des mauvais, je pense. C'est ceux qui font et qui ne font pas. Alors, pareil que le code, on a les levées de fonds. Ouais. Tout le monde veut lever des fonds. Tout le monde pense que pour faire une start-up, il faut lever des fonds d'abord avant de faire quoi que ce soit. Donc, tu as quoi à leur dire à ces gens ? Que c'est pas une fin en soi, on va se répéter, mais c'est pas une fin en soi. C'est même mieux si tu lèves pas de fonds, parce que comme ça, ton capital n'est pas dilué, tu possèdes 100% de ta boîte avec tes associés ou seul. Lever des fonds, ça peut être bien dans certains cas si tu veux accélérer. C'est souvent propre à l'ADN des startups pour justement... ces fonds sont souvent utiles à accélérer rapidement et prendre un marché continental ou mondial le plus rapidement possible. Et c'est en général le but des startups. Le but n'est pas de passer 100 ans comme les anciens géants, par exemple de la distribution, qui pourraient prendre un marché mondial en 100 années. Là, historiquement, tu vois, des Uber, Airbnb, en 10 ans, ils ont déjà pris une bonne partie du globe. Et en général, ça passe par des levées de fonds. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a des business aussi, notamment les agences ou les boîtes de services, qui ne nécessitent pas forcément de lever des fonds. C'est vraiment pas une fin en soi. Je sais qu'il y a toute une hype autour de ça, mais la réalité, il faut lever des fonds quand vraiment tu en as besoin, en fait, et que tu penses que c'est utile pour ton business. Autrement, tombe pas dans la hype, continue de faire du chiffre d'affaires. Le mieux, c'est d'avoir des clients, du chiffre d'affaires et des employés, des équipes qui sont heureux, quoi. Après, je pense que surtout si tu fais un bon produit et que tu as un bon chiffre d'affaires, à un moment, tu vas forcément avoir des propositions d'investisseurs. Je pense à Fempo, par exemple. Ils n'ont jamais levé de fonds. Par contre, ils sont rentables, je pense. Ils sont, quoi de plus beau que l'argent de ses clients, quoi. Ils doivent rien à personne. Elles doivent rien à personne parce que ce sont deux femmes entrepreneurs. Exactement. Non, mais tu l'as dit, si tu peux garder 100% du contrôle de ton capital social, let's go. Alors, j'ai encore 2 questions. Quels sont les critères qui, selon toi, font qu'une start-up est successful ? J'en ai aucune idée. Sympa. Non, en vrai, je pense que c'est ça. C'est les gens qui font et les gens qui ne font pas. Je pense que sur le long terme, disons à horizon 5-10 ans, t'as beau démarrer très bas, être très mauvais, très timide, très tout ce que tu veux. Si tu que tu te fais un peu violence et que tu essaies d'aller le plus vite possible et d'apprendre le plus rapidement possible et d'exécuter, en fait, ce qu'on appelle exécuter, c'est forcé qu'à un moment tu vas réussir. Ouais, I guess. Je crois beaucoup à ça. Et il faut aussi, moi je pense aussi que la team c'est important. Il faut avoir une bonne team qui s'entend bien, un bon cofondateur. Choisir son cofondateur comme on choisit son époux. C'est marrant, il y avait une étude qui avait été faite par un mec qui avait fait un TEDx. Elle date un peu, mais elle était assez intéressante. Et elle montrait qu'en fait,
effectivement, l'équipe, le produit était hyper important. Mais ce qui était le critère numéro 1 de réussite d'une startup, qu'on se le dise, une startup en dessous de 100 millions d'euros de valorisation, c'est plus ou moins un échec parce que le but du jeu, c'est binaire, c'est 0 ou minimum 100 millions d'euros de valorisation. C'est une image, mais en général, une startup, c'est très gros ou rien du tout. Et cette étude montrait que, et c'est encore une fois, c'est pour ça qu'il faut rappeler aussi qu'il faut beaucoup de chance pour réussir, et encore plus dans les startups, je pense, c'est le facteur momentum. C'est-à-dire que il y a des milliers, je pense, qui ont essayé de lancer des Airbnb avant Airbnb. C'était pas le bon moment, le marché n'était pas mature, le monde n'était peut-être pas mature. Et c'est la bonne équipe au bon moment, le momentum. Et à quel point c'était le plus gros critère de réussite. Oui, la chance joue un grand rôle. Ça me rappelle un peu le livre de Peter Thiel, From Zero to One, où il dit qu'il n'y a pas de chance et que c'est surtout du travail. Mais moi, je pense qu'il se permet de dire ça parce que c'est un homme blanc né aux États-Unis. Ah ouais, c'est sûr. Du coup, forcément, ça joue en sa faveur. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Oui. Je pense que le cerveau de Peter Thiel, si tu le mets chez une autre personne, ailleurs... C'est vrai, mais après, parce que lui, son travail, c'était d'être un communicant et d'éduquer les foules, entre guillemets. Oui, c'est pour ça que son message est hyper positif. Il vaut mieux dire travail que travaille pas, tu vois. Bien sûr. Et puis, je pense que c'est pas très sympa de dire à quelqu'un qui a quand même travaillé très très dur, oui, bon, c'est de la chance. Parce que même s'il y a une grosse partie de chance, il y a aussi beaucoup de travail derrière. Je pense que je n'ai pas lu ce livre de Peter Thiel, mais je pense que ce que veut dire Peter Thiel, c'est que sur le long terme, tu peux échouer à différents courts termes, mais sur le long terme, au bout d'un moment, la deuxième fois où tu échoueras, la deuxième fois sera la bonne. Et c'est, je pense, qu'il veut dire et que n'importe qui, s'il travaille dur, après on est tous inégaux par rapport au succès, mais sur le long terme, moi j'y crois, c'est obligé que tu réussisses un moment. Bah oui, j'espère. Et du coup, dernière question, qu'est-ce que tu aimes faire à côté du travail ? Je sais qu'on ne pose pas souvent cette question, mais je trouve qu'elle est intéressante. Ouais, grave, c'est une bonne question. Moi, j'aime faire la fête. Non, je voyage beaucoup. En général, je travaille dur la semaine et le week-end, je prends un avion et... Ah, j'ai vu tes stories Instagram. Ben voilà. En général, je prends un train ou un avion et je vais quelque part en France ou en Europe. Je voyage un peu, notamment pour la gastronomie, faire la fête avec mes potes. J'aime beaucoup faire ça. Sinon, après, moi, je fais de la musique, je fais de la guitare, je chante. Ça me détend. Quel type de musique ? Plutôt, disons, rock et folk. Donc, tu vois, mes idoles, c'est Pete Doherty de The Libertines, Arctic Monkeys, Alex Turner, etc. Donc, voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Mille merci à Maxime pour son temps et son accessibilité. Merci également à The Family de nous avoir permis d'enregistrer dans leurs locaux. Et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez suivre Maxime sur Instagram @blondie.insta et lire ses articles sur Medium. Si vous souhaitez suivre l'actualité de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram @dans la tête d'un entrepreneur. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux. À bientôt!